Mémoire de deux jeunes mariés. Balzac. Chapitre 26. Louise de Macumer à René de l'Étorade. Mars 1825. Comme Felipe réalise avec une générosité de sarrasin les plans de mon père et de ma mère, en me reconnaissant ma fortune sans la recevoir, la duchesse est devenue encore meilleure femme avec moi qu'auparavant. Elle m'appelle petite rusée, petite commère, elle me trouve le bec affilé. « Mais, chère maman, lui ai-je dit la veille de la signature du contrat, vous attribuez à la politique, à la ruse, à l'habileté, les effets de l'amour le plus vrai, le plus naïf, le plus désintéressé, le plus entier qui fût jamais. Sachez donc que je ne suis pas la commère pour laquelle vous me faites l'honneur de me prendre. »« Allons donc, Armande, » me dit-elle en me prenant par le cou, m'attirant à elle et me baisant au front. « Tu n'as pas voulu retourner au couvent, tu n'as pas voulu rester fille, et en grande, en belle Chaulieu que tu es, tu as senti la nécessité de relever la maison de ton père. Si tu savais, René, ce qu'il y a de flatterie dans ce mot pour le duc qui nous écoutait. Je t'ai vu pendant tout un hiver fourrant ton petit museau dans tous les quadrilles, jugeant très bien les hommes et devinant le monde actuel en France. Aussi as-tu avisé le seul Espagnol capable de te faire la belle vie d'une femme maîtresse chez elle. Ma chère petite, tu l'as traité comme Tullia traite son frère. « Quelle école que le couvent de ma sœur !» s'est écrié mon père. Je jetai sur mon père un regard qui lui coupa la parole, puis je me suis retournée vers la duchesse et lui ai dit « Madame, j'aime mon prétendu, Felipe de Soria, de toutes les puissances de mon âme. Quoique cet amour ait été très involontaire et très combattu quand il s'est levé dans mon cœur, je vous jure que je ne m'y suis abandonnée qu'au moment où j'ai reconnu dans le baron de Macumer une âme digne de la mienne, un cœur en qui les délicatesses, les générosités, le dévouement, le caractère et les sentiments étaient conformes aux miens. « Mais, ma chère, a-t-elle repris en m'interrompant, il est laid comme tout ce que vous voudrez, dis-je vivement. Mais j'aime cette laideur. Tiens, Armande, me dit mon père, si tu l'aimes, et si tu as eu la force de maîtriser ton amour, tu ne dois pas risquer ton bonheur. Or, le bonheur dépend beaucoup des premiers jours du mariage. Oh, et pourquoi ne pas lui dire des premières nuits ? S'écria ma mère. Laissez-nous, monsieur, ajouta la duchesse en regardant mon père. Tu te maries dans 3 jours, ma chère petite, me dit ma mère à l'oreille. Je dois donc te faire maintenant, sans pleurnicherie bourgeoise, les recommandations sérieuses que toutes les mères font à leurs filles. Tu épouses un homme que tu aimes, ainsi je n'ai pas à te plaindre, ni à me plaindre moi-même. Je ne t'ai vu que depuis 1 an. Si ce fut assez pour t'aimer, ce n'est pas non plus assez pour que je fonde en larmes en regrettant ta compagnie. Ton esprit a surpassé la beauté. Tu m'as flattée dans mon amour-propre de mère, et tu t'es conduite en bonne et aimable fille. Aussi me trouveras-tu toujours excellente mère. Tu souris. Hélas, souvent, là où la mère et la fille ont bien vécu, les 2 femmes se brouillent. Je te veux heureuse. Écoute-moi donc. L'amour que tu ressens est un amour de petite fille, l'amour naturel à toutes les femmes qui sont nées pour s'attacher à un homme. Mais hélas, ma petite, il n'y a qu'un homme dans le monde pour nous, il n'y en a pas 2. Et celui que nous sommes appelés à chérir n'est pas toujours celui que nous avons choisi pour mari, en croyant l'aimer.
quelque singulières que puissent te paraître mes paroles, médite-les. Si nous n'aimons pas celui que nous avons choisi, la faute en est et à nous et à lui, quelquefois à des circonstances qui ne dépendent ni de nous ni de lui. Et néanmoins, rien ne s'oppose à ce que ce soit l'homme que notre famille nous donne, l'homme à qui s'adresse notre cœur, qui soit l'homme aimé. La barrière qui plus tard se trouve entre nous et lui s'élève souvent par un défaut de persévérance qui vient de nous et de notre mari. Faire de son mari son amant est une œuvre aussi délicate que celle de faire de son amant son mari. Et tu viens de t'en acquitter à merveille. Eh bien, je te le répète, je te veux heureuse. Songe donc dès à présent que dans les 3 premiers mois de ton mariage, tu pourrais devenir malheureuse si, de ton côté, tu ne te soumettais pas au mariage avec l'obéissance, la tendresse et l'esprit que tu as déployés dans tes amours. Car, ma petite commère, tu t'es laissée aller à tous les innocents bonheurs d'un amour clandestin. Si l'amour heureux commençait pour toi par des désenchantements, par des déplaisirs, par des douleurs même, eh bien, viens me voir. N'espère pas trop d'abord du mariage. Il te donnera peut-être plus de peine que de joie. Ton bonheur exige autant de culture qu'en a exigé l'amour. Enfin, si par hasard tu perdais l'amant, tu retrouverais le père de tes enfants. Là, ma chère enfant, est toute la vie sociale. Sacrifie tout à l'homme dont le nom est le tien, dont l'honneur, dont la considération ne peuvent recevoir la moindre atteinte qui ne fasse chez toi la plus affreuse brèche. Sacrifier tout à son mari n'est pas seulement un devoir absolu pour des femmes de notre rang, mais encore le plus habile calcul. Le plus bel attribut des grands principes de morale, c'est d'être vrai et profitable de quelque côté qu'on les étudie. En voilà bien assez pour toi. Maintenant, je te crois encline à la jalousie. Et moi, ma chère, je suis jalouse aussi. Mais je ne te voudrais pas sottement jalouse. Écoute, la jalousie qui se montre ressemble à une politique qui mettrait carte sur table. Se dire jalouse, le laisser voir, n'est-ce pas montrer son jeu? Nous ne savons rien du jeu de l'autre. En toute chose, nous devons savoir souffrir en silence. J'aurai d'ailleurs avec ma commère un entretien sérieux à propos de toi la veille de votre mariage. J'ai pris le beau bras de ma mère et lui ai baisé la main en y mettant une larme que son accent avait attirée dans mes yeux. J'ai deviné dans cette haute morale, digne d'elle et de moi, la plus profonde sagesse, une tendresse sans bigoterie sociale et surtout une véritable estime de mon caractère. Dans ces simples paroles, elle a mis le résumé des enseignements que sa vie et son expérience lui ont peut-être chèrement vendus. Elle fut touchée et me dit en me regardant « Chère fillette, tu vas faire un terrible passage. Et la plupart des femmes ignorantes ou désabusées sont capables d'imiter le comte de Westmoreland. » Nous nous mîmes à rire. Pour t'expliquer cette plaisanterie, je dois te dire qu'à table, la veille, une princesse russe nous avait raconté qu'en sa qualité de ministre anglais, le comte de Westmoreland était si instruit qu'ayant énormément souffert du mal de mer pendant le passage de la Manche et voulant aller en Italie, il tourna bride et revint quand on lui parla du passage des Alpes. « J'ai assez de passages comme cela, dit-il. » Tu comprends, René, que ta sombre philosophie et la morale de ma mère étaient de nature à réveiller les craintes qui nous agitaient à Blois. Plus le mariage approchait, plus j'amassais en moi de force, de volonté, de sentiments
pour résister au terrible passage de l'état de jeune fille à l'état de femme. Toutes nos conversations me revenaient à l'esprit. Je relisais tes lettres et j'y découvrais je ne sais quelle mélancolie cachée. Ces appréhensions ont eu le mérite de me rendre la fiancée vulgaire des gravures et du public. Aussi le monde m'a-t-il trouvée charmante et très convenable le jour de la signature du contrat. Ce matin, à la mairie où nous sommes allés sans cérémonie, il n'y a eu que les témoins. Je te finis ce bout de lettre pendant que l'on apprête ma toilette pour le dîner. Nous serons mariés à l'église de Sainte-Valère, ce soir à minuit, après une brillante soirée. J'avoue que mes craintes me donnent un air de victime et une fausse pudeur qui me vaudront des admirations auxquelles je ne comprends rien. Je suis ravie de voir mon pauvre Felipe tout aussi jeune fille que moi. Le monde le blesse. Il est comme une chauve-souris dans une boutique de cristaux. Heureusement que cette journée a un lendemain, m'a-t-il dit à l'oreille, sans y entendre malice. Il n'aurait voulu voir personne, tant il est honteux et timide. En venant signer notre contrat, l'ambassadeur de Sardaigne m'a pris à part pour m'offrir un collier de perles attaché par 6 magnifiques diamants. C'est le présent de ma belle-sœur, la duchesse de Soria. Ce collier est accompagné d'un bracelet de saphir sous lequel est écrit « Je t'aime sans te connaître ». 2 lettres charmantes enveloppaient ces présents que je n'ai pas voulu accepter sans savoir si Felipe me le permettait. « Car, lui ai-je dit, je ne voudrais vous rien voir qui ne vînt de moi. » Il m'a baisé la main tout attendri et m'a répondu « Portez-les, à cause de la devise et de ces tendresses qui sont sincères. » Samedi soir. Voici donc, ma pauvre Renée, les dernières lignes de la jeune fille. Après la messe de minuit, nous partirons pour une terre que Felipe a, par une délicate attention, achetée en Nivernais, sur la route de Provence. Je me nomme déjà Louise de Macumer, mais je quitte Paris dans quelques heures en Louise de Chaulieu. De quelque façon que je me nomme, il n'y aura jamais pour toi que Louise.